Merci beaucoup, mais moi aussi je tenais à remercier le comité d'organisation pour cette invitation, c'était un réel plaisir d'être ici. Je voulais aussi remercier Walid et Nouri d'être venus me chercher à Tunis et de m'avoir amené jusqu'à Sfax. On m'a demandé de parler d'anticoagulants oraux directs. Donc mes conflits d'intérêt quand même c'est important parce que j'ai des conflits d'intérêt avec tous, donc bon comme ça compense on va dire. Parce que Pascal il a que pour la cryo, mais moi j'ai pour tout le monde. Donc pour commencer, vous avez déjà vu cette diapositive, le score de Chazva, je vais passer rapidement, et le score de Hasbled. Alors effectivement, ce sont les mêmes critères. Donc Chazva risque ischémique, Hasbled risque hémorragique. Et en plus, Hasbled ne prédit pas très bien. Il n'est pas forcément très bon pour prédire le risque d'hémorragie, mais il est plus intéressant pour essayer de jouer sur certains facteurs, en particulier l'hypertension. Et je pense qu'il n'est pas jeté à la poubelle pour ça, au moins. Quelqu'un qui a une hypertension mal contrôlée, si vous commencez les anticoagulants, contrôlez son hypertension et vous diminuerez ses risques hémorragiques. De même, s'il y a des INR labiles, peut-être qu'il faut le faire donner les anticoagulants par quelqu'un d'autre, si le patient a lui-même des problèmes. Alors je sais qu'en Tunisie, vous avez essentiellement du Syntron qui est probablement pas le meilleur parce qu'il a une demi-vie courte et donc on va avoir des INR qui ont plutôt avoir tendance à fluctuer alors que des anticoagulants, des AVK comme la warfarine à demi-vie plus longue et qui est utilisée dans les essais est généralement un peu plus stable. Mais c'est des choses sur lesquelles on peut jouer, pareil sur l'intoxication alcoolique ou sur des choses comme ça. Donc il a quand même un intérêt ce score pour essayer de lutter contre ces facteurs pour diminuer le risque hémorragique. Vous avez également vu cette diapositive qui effectivement ne laisse plus tellement de place à l'aspirine et aux antiagrégants, puisque soit vous avez ce score de Chazva à 0, et encore une fois, ça a été rappelé, mais c'est important, donc moins de 65 ans, le score femme ne rentre pas en ligne de compte, donc c'est équivalent 0, d'accord, et c'est aucun traitement, donc même pas d'aspirine, soit à partir de 1, on rentre sur les anticoagulants. Ça, c'est les recommandations. Et il y a quand même des petites lignes, comme toujours, il y a la généralité et quelques exceptions, donc ça c'est ce que je vous disais sur les femmes de moins de 65 ans, donc il n'y a pas d'indication à les anticoaguler, si elles n'ont pas d'autres critères. Et dans le cas où le patient refuse, c'est pas le médecin, mais le patient refuse tout anticoagulant oral, que ce soit AVK ou les nouveaux anticoagulants, alors on peut mettre, c'est dans les recommandations, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est comme ça que ça a été fait en tout cas, aspirine plus clopidogrel, d'accord ? Donc voilà les recommandations, les dernières recommandations qui pourraient changer sur ce point-là en particulier, mais ça doit rester quelque chose de dernier recours et il faut privilégier les anticoagulants par rapport au risque de prévention d'AVC. Alors, on a effectivement 4 nouveaux anticoagulants, je vais en parler de 3 essentiellement, le dabigatran qui est le Pradaxa, le rivaroxaban qui est le Xarelto et l'apixaban qui est l'Eliquis. Tout d'abord, sur leur mécanisme, la plupart des nouveaux anticoagulants sont des anti-10A, alors que le dabigatran, le premier qu'on a eu, est un anti-2A. On verra, ça a quand même une petite importance. L'autre chose, c'est leur demi-vie. Effectivement, il y a un problème d'antidote, mais on voit que par rapport à des AVK, les demi-vies sont beaucoup plus courtes, de l'ordre de 12 heures. L'autre point très important, et ça sera une énorme partie pour la bonne prescription de ces médicaments, c'est la part d'élimination rénale. Et on verra, en particulier chez les sujets âgés, que la fonction rénale est primordiale et que quand on a des accidents, c'est souvent qu'il a été mal prescrit ou mal surveillé et qu'en fait, c'est des gens qui avaient des fonctions rénales qui n'étaient pas bonnes ou qui se sont aggravées. Donc, il y a une accumulation de ce produit et donc ils ont saigné, et en particulier parce que justement, ça n'a pas été bien surveillé. Ensuite, les doses. Alors, il n'y a aucune équivalence, mais typiquement, donc, le dabigatran, la vraie dose, c'est 150 mg matin et soir. On a une dose à 110 et on verra dans certains cas. Le rivaroxaban, c'est 20 mg. Dans certains cas, on peut passer à 15 mg. Et l'apixaban, c'est 5 mg matin et soir. D'accord ? Donc 2 fois par jour et en une fois par jour. D'accord ? Et on peut descendre dans certains cas à 2,5. Si j'insiste là-dessus, c'est que attention, et c'était particulièrement vrai en France, mais un peu partout, on a tendance à prescrire ces nouveaux anticoagulants à des doses faibles, à leur dose faible, alors qu'ils n'ont rien montré à leur dose faible. On verra ça, mais ils ne sont pas aussi efficaces qu'à la dose forte. On prescrit ces doses faibles parce qu'on a peur du saignement. Mais sauf que, en faisant ça, vous perdez le bénéfice éventuel de ces médicaments. Donc c'est important
qu'un médicament soit prescrit à la dose à laquelle il a été étudié. C'est vraiment un point également très important. Finalement, on verra, c'est assez évident, mais il y a certains médicaments qui peuvent limiter l'absorption, par exemple les IPP pour le dabigatran, et également on verra qu'il y a des médicaments qui vont accroître le risque de saignement, en particulier les inhibiteurs de la glycoprotéine P, mais je reviendrai dessus. Ensuite, c'est ce que vous a dit Atul Pathak hier sur l'HTA. En théorie, il faut bien voir dans les études les patients qui ont été inclus pour appliquer ces médicaments aux patients qui ont été étudiés. En pratique, il y en a déjà trop, donc déjà si vous en connaissez un, c'est très bien et connaissez-le bien. Et en pratique, je pense que c'est vraiment ça le plus important, mais simplement pour vous dire que finalement, dans Rocket, donc le rivaroxaban, Xarelto, on avait beaucoup plus de patients avec des CHA2-VASc élevés que dans les autres études. Donc c'est pas tout à fait la même population dans Rocket que dans les autres études, et essentiellement parce qu'il y avait beaucoup de gens en post-AVC dans Rocket par rapport aux autres études. On avait plus de la moitié des patients qui avaient plus de la moitié des patients là qui avaient donc eu un antécédent d'AVC. Et la dernière chose, une notion, je ne sais pas si vous l'avez, mais le TTR, donc le temps de passer avec un INR entre 2 et 3, grossièrement, avec un AVK dans les zones thérapeutiques efficaces. Et ça, c'est aussi important parce que vous voyez que le rivaroxaban, enfin l'étude Rocket, finalement, on avait des taux d'INR entre 2 et 3 qui étaient moins importants que dans les autres. Donc finalement, les AVK étaient un peu moins bien équilibrés. Donc c'est plus facile d'aller montrer une différence sur un traitement qui est pas mal prescrit, mais en tout cas qui a des cibles thérapeutiques moins bien atteintes que sur des AVK avec des cibles thérapeutiques qui sont dans les valeurs cibles, en sachant que de façon assez arbitraire, l'ESC a défini un bon contrôle des AVK, une stabilité de l'INR quand ce TTR est à 60%. Ça veut dire que 60% des INR sont entre 2 et 3. Si vous prenez 3 INR de suite, il faut qu'il y en ait au moins 2 entre 2 et 3 pour que le patient soit bien équilibré. C'est comme ça que ça a été défini par l'ESC. D'accord ? Donc ça, c'est des points, des petits rappels qui sont importants à garder en tête. Comme ça, vous avez une idée dans la population générale, parce que ça, on est dans les études, donc autant dire que c'est le meilleur que vous pouvez avoir. Dans la population générale, vous avez une idée du temps de passer entre 2 et 3 pour un patient en général, pour un patient ? On est de l'ordre de 40%. D'accord ? Donc on est largement 40-50%, donc largement en dessous des études. Et en plus, si on utilise du Syntron, on doit être encore plus bas à cause de la demi-vie courte et donc des fluctuations beaucoup plus rapides. Donc tout ça, c'est pour mettre en perspective tout ce que je vais vous dire maintenant. Alors voilà, ça compare donc les 3 principaux. Donc le critère principal, qui était un critère combiné donc d'AVC et d'embolie systémique, et AVC aussi bien ischémique que hémorragique, on verra, ça a une petite importance. Finalement, il n'y a guère que le dabigatran 150 et pas 110 qui a montré une supériorité par rapport à la warfarine. Et on peut discuter, mais également l'apixaban, qui était non seulement non inférieur, mais également qui était significatif pour une supériorité, alors que le rivaroxaban était non inférieur. Et en fait, si vous regardez la ligne d'après, si vous prenez les accidents ischémiques, finalement, c'est équivalent. Ces nouveaux anticoagulants ne font pas mieux que la warfarine si on prend que les AVC ischémiques. Donc ça, c'est pour décrypter un peu tous les messages commerciaux que vous ne manquerez pas d'avoir par la suite. Donc sur la partie purement thromboembolique, ça ne fait pas mieux que la warfarine bien équilibrée. D'accord ? Mais par contre, alors juste une autre petite chose, c'est le nombre de patients à traiter pour éviter un événement. C'est juste pour mettre en perspective, ça parle un peu plus que ces valeurs relatives. C'est-à-dire que pour le dabigatran 150, il va falloir traiter 167 personnes avec le dabigatran 150 par rapport à la warfarine pour éviter un AVC ou une embolie systémique. On est à plus de 300 pour le rivaroxaban et l'apixaban. D'accord ? C'est pareil, c'est pour remettre en perspective un petit peu tout ça. D'accord ? Et donc, l'intérêt majeur en fait de ces nouveaux anticoagulants, c'est au contraire pour le saignement. Et là, c'est très clair. On gagne en termes de risque hémorragique, justement parce que c'est beaucoup plus stable. Donc enseignement majeur et surtout enseignement intracrânien
qui est juste en dessous. Donc là, on va vraiment gagner avec ces médicaments parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus stable. Et on va gagner, si c'est bien prescrit, chez des gens qui n'ont pas d'insuffisance rénale et avec les contre-indications de ces médicaments, bien sûr. Petit point important, ce n'est pas vrai pour l'apixaban, mais pour les deux autres, il y a une petite surrisque de saignements gastro-intestinaux. Et donc, il y a une discussion là-dessus sur les gens qui ont des antécédents de gastrite ou de saignements gastro-intestinaux pour ne pas forcément mettre ces nouveaux anticoagulants. On va revenir là-dessus. Et il y a eu un signal avec le dabigatran sur un petit surrisque d'infarctus qui, semble-t-il, n'est pas si réel que ça et n'a pas été confirmé dans les études suivantes. En sachant encore une fois que le dabigatran, gardez bien en tête, est un peu différent des autres puisque c'est un anti 2A, tandis que les autres sont des anti 10A. D'accord ? Alors là, ces tableaux, juste pour redire un petit peu ce que je viens de dire, on a poolé toutes les études, d'accord ? On a regardé les différentes études et on les a comparées, pas directement, mais par rapport à la warfarine. Mais encore une fois, c'est les doses fortes. J'insiste beaucoup dessus, mais c'est pas la même chose si vous utilisez du dabigatran 150 x 2 que du dabigatran 110 x 2. Ce n'est pas pareil. Le dabigatran 150 x 2, vous aurez une supériorité en termes d'efficacité, mais en termes de saignement, ça va être équivalent à warfarine, alors que le dabigatran 110, vous allez être pas supérieur, non inférieur par la warfarine. Par contre, vous gagnerez certainement un petit peu en termes de risque de saignement. Bref, tout ça pour dire que donc avec les fortes doses, en termes de critères principaux, donc AVC ischémique et hémorragique plus embolie pulmonaire, donc dans Relay dabigatran, on est meilleur que la warfarine. Avec Aristotle l'apixaban, on est également meilleur. Par contre, le dabigatran, le rivaroxaban, Xarelto et le nouveau là, les doxabans ne font pas mieux que la warfarine en termes de critères primaires. Ils sont juste non inférieurs, d'accord ? Ils traversent la ligne. En termes de saignement, encore une fois, on est au dabigatran 150, il ne fait pas mieux que la warfarine, c'est ce que je vous disais, hein, il est équivalent en termes de risque de saignement. Le rivaroxaban finalement non plus, et par contre, l'apixaban et les doxabans font mieux en termes de saignement majeur que la warfarine. Et si on poule encore tous les nouveaux anticoagulants dans les différentes études et qu'on regarde juste les accidents, ce que je vous disais, les accidents ischémiques maintenant, les AVC ischémiques, donc on ne parle plus AVC général, on a pris juste les AVC ischémiques, c'est pas différent, d'accord, que la warfarine. Ok ? Mais par contre, le saignement, c'est tout ce qui est hémorragique, et les AVC, en particulier sur les AVC hémorragiques. C'est là-dessus qu'on va gagner avec ces nouveaux anticoagulants. Donc l'idée de dire, il n'y a pas d'antidote, ça fait peur, ça fait saigner, ok, on pourra en discuter après, et dans la discussion, on va en discuter tous ensemble, j'en suis sûr. Mais il faut bien garder en tête que ça fait bien prescrit, encore une fois, ça fait moins saigner que la warfarine. Ok ? Et donc en termes de saignement intracrânien, c'est nettement meilleur. Par contre, probablement un peu moins bon, encore une fois, en termes de saignement gastro-intestinaux. Si on regarde un peu plus loin, par rapport aux gens qui avaient ou pas les AVK, en France, l'autorité de santé nous a dit qu'on avait le droit de s'en servir que chez les gens qui étaient soit d'emblée, soit chez les gens qui étaient mal équilibrés sous AVK. Autrement dit, chez les gens qui sont bien équilibrés sous AVK, il faut les laisser sous AVK, et ça me semble tout à fait légitime, hein, au vu de ça. C'est quelqu'un qui est bien équilibré, qui a un INR qui est toujours entre 2 et 3, à l'heure actuelle en tout cas, on n'a pas d'éléments pour dire qu'il faut les changer pour les nouveaux anticoagulants. D'accord ? Et donc, AVK naïfs, ou ceux qui ont déjà eu des AVK, et bien effectivement, en termes d'efficacité, on est meilleur chez les gens qui n'avaient pas d'AVK. C'est-à-dire que si vous débutez les deux traitements, le problème de débuter un traitement par AVK, c'est que vous connaissez très bien, hein, on va tâtonner, quelle est la bonne dose, on va mettre une dose, on va contrôler l'INR, ça va être trop, on va baisser, on va augmenter, enfin, parfois on prend plus d'un mois pour avoir un INR stable, et parfois on n'y arrive même jamais, quoi, hein, d'accord ? Donc chez les gens qui ont déjà des AVK, qui sont bien équilibrés, ça change un petit pas grand chose, hein, c'est pas significativement différent. Par contre, chez les gens chez qui on commence, c'est plutôt mieux. Par contre, c'est clairement mieux en termes d'hémorragie, et là c'est encore une fois, c'est vraiment là-dessus qu'on gagne sur les risques de saignement. Et voilà. Et si on regarde par rapport à ceux qui sont bien anticoagulés ou pas, le TTR, hein, donc 60% la limite, plus de 60% on est bien équilibré avec son AVK, moins de 60%. Alors c'est pas manichéen, c'est pas tout ou rien comme ça, mais
en tout cas c'est les valeurs qui ont été retenues, et ben finalement on est bien en termes d'efficacité. C'est quand même, les nouveaux anticoagulants semblent quand même supérieurs, en tout cas l'ensemble, même si c'est mieux chez les gens qui sont plutôt mal, qui ont un INR qui n'est pas très bien équilibré, pardon. Mais encore une fois, on gagne essentiellement en termes de sécurité et de saignement. On diminue très nettement le saignement avec ces traitements-là. Alors, maintenant, on va faire un peu de bon usage. Et encore une fois, toute la sécurité de ces médicaments et tout l'intérêt n'est réel que s'ils sont bien utilisés et chez les bonnes personnes. Donc encore une fois, alors je vais les prendre, même si pour l'instant c'est un petit peu théorique tout ça, parce que vous n'avez peut-être pas tous accès à ces molécules, mais pour le Pradaxal, donc le dabigatran, l'anti-2A, on doit prescrire du 150 x 2. D'accord ? La règle, c'est 150 matin, 150 soir, c'est la règle. Et si vous prescrivez du 110 x 2, il faut savoir pourquoi, il faut avoir une raison de prescrire du 110 x 2, raison qui peut être un patient très âgé, plus de 80 ans, un patient avec un risque hémorragique accru, que ce soit parce qu'il a un faible poids corporel, mais également ce qui est des associations, des anti-inflammatoires, des anti-agrégants plaquettaires, et également le verapamil. Alors on a vu dans la FA, on peut traiter avec des ralentisseurs, des bloqueurs calciques ralentisseurs, et en particulier le verapamil. Le verapamil va augmenter l'efficacité du dabigatran, et donc il est recommandé de passer la dose inférieure. D'accord ? Et également être prudent chez les gens avec des gastrites, une œsophagite ou reflux gastro-œsophagien, et clairement je pense qu'il vaut mieux ne pas le prescrire chez ces patients-là, c'est du bon sens. D'accord ? Et enfin bien sûr l'insuffisance rénale, avec en dessous de 30 minutes de clairance de créatinine, c'est contre-indiqué, mais entre 30 et 50, il faut passer à la dose plus faible. Voilà. Donc finalement, c'est assez simple, mais c'est important, encore une fois, si vous êtes amené à prescrire un traitement, de bien le connaître, et à la limite, il vaut mieux que vous n'en connaissiez qu'un, mais bien le connaître, plutôt que vous les ayez tous, et puis oublier les contre-indications et risquer de surdoser votre patient. Donc les contre-indications, hypersensibilité, insuffisance rénale, alors surtout les traitements concomitants, kétoconazole IV, cyclosporine, tacrolimus, donc en gros, évitez chez les transplantés, évitez également chez les patients VIH qui sont sous trithérapie, il y a des grosses interactions avec les trithérapies, donc c'est pareil, chez ces patients-là, restez aux AVK, même si c'est compliqué aussi, mais ne passez pas aux nouveaux anticoagulants, chez les transplantés, mais pas que cardiaques, même rénaux, tous ceux qui sont sous cyclosporine, tacrolimus, et chez les patients VIH traités par trithérapie également, c'est probablement pas une bonne idée de les mettre sous nouveaux anticoagulants. Maintenant, le rivaroxaban, donc qui est un anti-DISA qui est en une prise par jour. Donc ça, c'est son gros avantage, en tout cas marketing, c'est qu'il n'y a qu'une prise par jour. Et c'est vrai qu'en pratique quotidienne, c'est finalement pas toujours facile. C'est quelqu'un qui est sous AVK en une prise par jour, de lui dire je vais vous simplifier votre traitement, ça va être beaucoup mieux, je vais vous passer un traitement à 2 prises par jour. C'est pas toujours bien compris ça des patients. Donc c'est vrai que l'avantage d'une prise par jour, cliniquement, il est pertinent, mais il y a des limites à ça, et on a vu que ce n'était pas forcément le meilleur en termes d'études, en tout cas de résultats d'études. Ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'il soit absorbé pendant le repas et après avoir mangé, sinon vous perdez 25 à 30% de l'efficacité du médicament. Donc ça c'est pareil, c'est pas assez dit, et en France on se bat pour ça, il faut le marquer sur l'ordonnance. Si vous prescrivez ce traitement, il faut marquer un comprimé pendant le repas. C'est de votre responsabilité, d'accord ? Sinon, il n'est plus autant efficace. Et lui, c'est plus facile, finalement, on est censé le diminuer que s'il y a une insuffisance rénale modérée de 30 à 50 minutes de clairance de créate. D'accord ? Ok ? Je reviendrai au relais et comment on prescrit ces médicaments, parce que c'est à peu près le même pour tous. Pour l'apixaban, il faut une fonction hépatique en plus de la fonction rénale. Et c'est contre-indiqué si les azathalate sont supérieurs à 3 fois normal, mais en fait c'est vrai pour tous les nouveaux anticoagulants. C'est en 2 prises par jour, ça peut être pendant ou en dehors de repas, donc ça on s'en fiche, et il n'y a pas de restriction alimentaire et très peu d'interactions finalement. Je vais passer là-dessus parce que vous verrez, mais en gros c'est vraiment l'insuffisance rénale sévère qui demande à le diminuer, ou des poids corporels très, très bas ou des âges très élevés. Je vais passer là-dessus. C'est pareil, c'est du détail. Il y a quelques patients qui sont intolérants au lactose, il y a du lactose dedans, donc bon, c'est bête, mais c'est une petite chose à avoir en tête. Alors, comment on commence ces traitements ?
Alors, il y a des interactions entre les NACO et les AVK. Et même si on ne suit pas les nouveaux anticoagulants avec le TCA ou l'INR, j'ai parlé trop longtemps, c'est ça? Même si on ne suit pas avec le TCA ou l'INR, ça va pouvoir les modifier. Le dabigatran, qui est un anti-2A, risque de vous modifier le TCA. Le rivaroxaban modifie beaucoup l'INR. Enfin, peut modifier l'INR. Donc, ce qu'on fait, c'est que on utilise les deux pour passer. Alors, d'un NACO aux AVK, généralement, c'est plutôt l'inverse. D'un AVK au NACO, on attend que l'INR soit inférieur à 2, 2,5 et on commence. Pour initier le traitement, vous commencez d'emblée, on n'a pas besoin de relais, c'est simple. Et pour l'inverse, on attend que l'INR soit supérieur à 2 et on commence les AVK. On arrête les NACO quand l'INR est supérieur à 2, mais ça pose quelques petits problèmes. On pourra venir. Alors, et c'est mes dernières diapos, j'ai terminé. Rappelez-vous quand même qu'il y a la partie d'éducation thérapeutique qui est quand même très importante parce que ce sont des anticoagulants. D'accord ? Ça fait saigner quand même ça fait moins saigner, ça fait saigner, ce sont des anticoagulants. Alors après, quand on voit dans les médias, attention, il y a des morts par saignement sous nouveaux anticoagulants, on empoisonne les gens, les médecins sont des vendus au laboratoire, ils prescrivent des médicaments, des poisons, bah oui, ça fait saigner, c'est ce qu'on leur demande. Donc, il ne faut pas banaliser, il faut qu'il soit bien prescrit, il faut expliquer aux gens, d'accord, l'observance. La clairance de créate, alors c'est vrai qu'il n'y a plus d'INR à contrôler, par contre ça doit être remplacé par la clairance de la créatinine. Il faut faire des créates en fonction des gens, tous les 6 mois, si c'est des gens fragiles, un peu âgés, avec des clairances limites, peut-être un peu plus fréquemment. Donc il n'y a pas aucun dosage, d'accord? On ne dose pas l'efficacité du traitement, mais par contre on dose pour la surveillance du traitement la créatinine, essentiellement pour ceux qui ont des créatinines limites, d'accord? Attention au traitement associé, l'amiodarone augmente l'efficacité, ça ne nécessite pas d'adaptation thérapeutique, mais ça va augmenter. Le verapamil nécessite une association thérapeutique. Attention aux antiagrégants plaquettaires, hein, ça fait plus saigner si on ajoute des antiagrégants plaquettaires. Les ANS, bien sûr, on n'aime pas ça, c'est une cochonnerie, mais avec les AVK c'est pareil, c'est vraiment un gros souci, hein, d'accord? Avec les AVK, ça va aussi vous augmenter l'INR, hein, les ANS. Donc observance, attention et bilan d'hémostase, attention aux ulcères gastro-intestinaux avec de nouveaux anticoagulants. Quid du choc électrique? Il y a des études avec le dabigatran, il y en a une en cours avec le rivaroxaban. Il faut vraiment bien expliquer aux patients que s'il l'a oublié, vaut mieux qu'ils nous le disent. Et moi j'ai tendance sur les chasses vasques élevées à faire une ETO assez facilement parce que s'ils l'ont pas bien pris, vous avez un risque de thrombus et un risque d'AVC. Donc il faut vraiment discuter avec le patient et lui dire que c'est pas du tout pour le juger, hein, mais que s'il l'a pas pris, que s'il l'a oublié dans le mois précédent, qu'il nous le dise parce que le risque c'est quand même l'AVC derrière. Mais moyennant quoi, s'ils sont bien équilibrés, on peut tout à fait faire un choc électrique sous de nouveaux anticoagulants. Je vais passer là-dessus, c'est pas très intéressant, ça compare indirectement les NACO entre eux, mais c'est pas très intéressant. Alors c'est une petite diapo pour revenir à ce que disait Atul hier sur, en fonction des études, quelles prescrire. C'était John Camp qui avait fait ça à l'ESC en 2013, l'année dernière. Ceux qui ont des antécédents d'AIT, plutôt se étudier avec une population prévention secondaire, donc rivaroxaban essentiellement apixaban. Ceux qui ont des antécédents de gastro-intestinaux, plutôt l'apixaban qui fait moins saigner. Ceux qui ont des forts risques d'AVC et peu de risques de saignement, là on va au dabigatran 150. Encore une fois, hein, connaissez-en un, c'est juste pour parler. Fort risque de saignement dabigatran 110 x 2 matin et soir, ça fait moins saigner de même que l'apixaban. Cardiopathie ischémique ou fort risque coronaire, plutôt rivaroxaban. Vous savez qu'il y a des études en post-syndrome coronaire aigu, alors sur des doses un peu plus faibles, sur du 5 x 2, alors qu'avec le dabigatran, on a plutôt une tendance à ce qu'on ait plus d'événements coronariens. Insuffisance rénale, l'apixaban, qui n'a quasiment pas d'élimination rénale, hein, il n'y a que 25% d'élimination rénale. Les symptômes gastro-intestinaux, préférez l'apixaban, rivaroxaban. Et la préférence du patient, souvent la monoprise avec le rivaroxaban, et c'est ça qui sort souvent avec le patient. Voilà. Donc les nouveaux anticoagulants sont une réelle avancée thérapeutique, mais ce sont des anticoagulants, donc il faut respecter les indications et les contre-indications. Vous aurez des problèmes de saignement, ce sont des anticoagulants. Nous en France, en tout cas, on a les recommandations officielles, nous demandent de ne pas remplacer les patients bien équilibrés avec AVK. On les remplace que si l'INR est instable, et c'est de la bonne logique, puisque juste pour, en tout cas, je ne sais pas combien ils sont vendus en Tunisie, mais pour nous c'est aux alentours de 80 € le mois de traitement, quand les AVK sont à 2-3 € avec un INR qui est à 15 €.
un dosage d'INR, donc ça fait un coût quand même supplémentaire. Et pour revenir à la présentation précédente, il faut bien peser le rapport coût-bénéfice quand même. Et bien sûr, comme nouveau traitement, il y a besoin d'une pharmacovigilance pour vraiment voir au long cours les problèmes qui n'auraient pu ne pas être vus pendant les études. Voilà, je vous remercie.